Bonjour. On m'a demandé de faire ce travail sur les emmêlages et autres cafouillages qui surviennent régulièrement en situation de pêche. C'est une chose pas facile, dans la mesure où les conseils des uns et des autres sont tous valables et il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Je vais vous parler ici plutôt dans cette vidéo de mes réflexions à ce sujet. Charge à vous bien sûr de les interpréter et d'en faire ce que bon vous semble. La plupart du temps, lorsqu'un débutant notamment demande comment se fait-il que je mêle lorsque je pêche, on lui conseille d'augmenter le diamètre de ses empiles et de les raccourcir, voire d'utiliser des clipots, qu'ils soient en nylon ou en acier. De mon point de vue, la chose est un peu plus complexe que ça parce que tout dépend de la mer et du poisson recherché. Donc en fait, comme toujours en pêche, emmêler ou ne pas emmêler est fonction d'un compromis, et le résultat plutôt d'un compromis entre trop en faire ou ne pas assez en faire. Si on raccourcit les empiles et qu'on augmente les diamètres alors que le poisson demande des empiles longues et des fils fins, on est bien embêté. Donc comment résoudre ce problème? On peut toujours de toute façon augmenter le diamètre des empiles, même avec de longues empiles. Je me souviens d'avoir vu un pêcheur en Atlantique pêcher le bar dans des rouleaux avec du 13 kg amnésia sur des empiles d'1,50 m. Donc en fait, c'est la mer et le poisson qui commandent. Je dirais l'eau d'une manière générale. Pêcher en étang, c'est une chose. Pêcher dans les rouleaux de l'Atlantique, en France ou au Brésil, c'est autre chose. Donc en fait, ma philosophie aujourd'hui est plutôt celle de l'effacement. Il faut effacer tout ce qui est susceptible de provoquer des emmêlements. En premier chef, les nœuds. Ensuite viennent les techniques de lancer dans l'eau. Éviter de lancer dans les vagues. Vous êtes sûr que la machine à laver qui est conséquente au rouleau va vous emmêler la ligne quelle qu'elle soit. Donc il faut lancer entre les vagues et non pas dans la vague. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut observer la mer et se caler sur son rythme. Bien évidemment, ce n'est pas le cas lorsqu'il y a des tempêtes où les vagues sont anarchiques, mais je parle dans des conditions de pêche correctes. Ensuite, il y a un autre aspect sur lequel il ne faut pas négliger, c'est l'histoire des courants et surtout des contre-courants. Vous pouvez très bien avoir une mer agitée et une absence de courant au fond, et avoir une mer plate et des contres agités de contre-courants et de courants, voire de tourbillons au fond, là où vous pêchez. Donc il faut toujours analyser l'eau, la mer, son comportement, et en fonction des poissons que vous pêchez, vous allez adopter telle ou telle solution que nous allons passer en revue. Passons en revue maintenant les conditions d'exercice des clipots. La première règle dans les montages, c'est de faire en sorte que une empile à un endroit ne vienne pas recouper l'empile plus haute. Vous voyez ici, il y a une marge de sécurité d'au moins 5 cm. Si on regarde le clipot, celui-ci, je l'ai installé de façon dans les pêches avec contre-courant et plomb à grappin. Il écarte l'empile de l'endroit dangereux qui est donc ici le plomb avec ses grappins. On a moins de problèmes avec des
des plombs sans grappin bien sûr. Si on remonte la ligne, on arrive ici à un autre, au deuxième hameçon qui lui est sans clipot parce qu'il est beaucoup plus loin du plomb et il risque moins d'emmêlement. On remarquera que dans ce type de montage-ci, il y a beaucoup de perles, vous me direz, mais ça c'est pour prendre du pêcheur et pas forcément du poisson. J'ai mis deux perles plates qui vont permettre de maintenir l'émerion bien perpendiculaire à la ligne mère. Et surtout, ce que vous pouvez constater, c'est que la gaine que j'ai mise est courte. Toujours dans l'optique d'effacer les nœuds. Même si ici, il s'agit simplement d'une boucle, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais mon empile est torsadé. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi la gaine est-elle courte? Parce qu'elle n'a d'autre fonction que d'empêcher que le nylon se mette perpendiculaire à l'œillet de l'émerion. En fait, c'est juste un émerion de blocage qui va permettre à l'empile de rester dans l'axe de l'émerion. Vous remarquerez que cette empile-ci, elle, est également plus courte que l'empile basse. Il n'y a pas vraiment de raison objective à cela, si ce n'est des commodités de pêche. Parce que ici en bas, vous avez un plomb éventuel, vous avez le clipot qui est ici, et si cet hameçon venait à rejoindre cet emplacement, ben vous avez des risques d'emmêlage, surtout en cas de vent. C'est moins problématique pour l'autre, pour le troisième hameçon qui, vous voyez, arrive pile à celui-ci, tout simplement parce que il y a moins de risque d'emmêlement au sec lorsque vous échez, et donc c'est moins problématique. Par contre, ce deuxième hameçon, lui aussi, est plus court, mais vous voyez, là est plus court, je tire trop, il est plus court que le troisième emplacement pour le troisième empile. Alors ici j'ai torsadé ces nylons, tout simplement pour apporter une rigidité supplémentaire, alors même que pour les eaux troublées, alors même que le reste de l'empile est en monofilament habituel. Si on prend un montage bateau par exemple, on se retrouve dans un autre cas de figure, avec des clipots qui sont beaucoup plus longs, avec une règle ici qui est que l'empile ne dépasse pas la longueur du clipot, mais ici avec des petites astuces, par exemple comme ce ressort que j'ai mis, qui permet de ne pas freiner le repliement du clipot sur lui-même lorsqu'on lance, parce qu'en bateau effectivement on a besoin également parfois de lancer pour aller chercher le poisson. Ici donc il y a plusieurs écoles, soit des clipots extrêmement rigides, lourds, où on augmente le diamètre du clipot, soit avec des clipots nylon qui vont permettre d'être au contraire plus légers mais plus fragiles. Personnellement, je préfère des clipots un peu longs mais légers parce qu'ils introduisent une petite vibration dans l'eau en fonction des poids d'èche et également de la présence des courants et des contre-courants, mais surtout la légèreté, la souplesse introduite par le clipot ainsi que le petit ressort que vous voyez là permet au clipot de se loger facilement contre la ligne mère et permet d'être moins un frein au lancer, mais ça c'est un phénomène classique. Donc cette tresse, comme vous le voyez, est intéressante parce qu'elle seule permet de résoudre une contradiction, c'est-à-dire augmenter le diamètre de l'empile
tout en permettant de pêcher plus fin au niveau de lèche pour surprendre le poisson. Qu'est-ce qui fait le choix? C'est à la fois la pratique, il faut beaucoup pêcher, et essayer de résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Ça veut dire aussi ne pas hésiter à changer de modèle de ligne lorsqu'on est confronté à un problème. Tout à partir du moment où on a l'objectif, bien sûr, de prendre du poisson. Parce qu'on peut aussi préférer la pêche et se moquer de prendre du poisson ce jour-là parce qu'on a d'autres choses en tête. Prendre du poisson ne doit pas être une obsession. Il faut être cool par rapport à ça. Qu'en est-il alors des pêches fines? Ici, je n'ai pas jugé utile de mettre une gaine sur cet œillet, dans la mesure où l'émerion est tellement petit qu'il y a peu de risque de se retrouver perpendiculaire à celui-ci. Par contre, ici, c'est en plus pour non seulement effacer le nœud, mais empêcher son usure sur les sables. Un montage assez spécial, à ne pas mettre dans les mains des débutants, mais quand même. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter la liberté qui est permise à l'émerion. En fait, là, je ne fais qu'écouter les conseils d'un grand pêcheur, Stéphane Haquet, qui systématiquement emploie cette technique pour être sûr d'avoir une grande liberté de l'émerion et que celui-ci ne vienne pas bloquer son comportement dans l'eau. Une empile de 2 mètres ici que je déploie et qui, comme la règle stipulée tout à l'heure, ne vient pas recouper l'hameçon du haut. Une ligne longue alors, donc, qui, plus que jamais, est extrêmement sensible au comportement du montage lorsqu'on lance celui-ci. C'est pourquoi j'ai employé en linéaire non pas un nylon, mais une tresse, ici en l'occurrence une mi-plage blanche, de façon à faire en sorte que le nylon du montage ne se détende pas pendant le passage aérien. Et comme vous le voyez ici, je replie l'empile. Voilà, je replie l'empile sur un petit ustensile bien utile, qui lui est rendu également à sa plus simple expression, de façon à ne pas interférer et provoquer des emmêlements intempestifs. Ensuite, je replie la ligne dans l'autre sens pour venir l'accrocher à l'accroche à pas côté plomb. Et vous avez le même phénomène ici pour l'hameçon supérieur. Donc une ligne de 2 mètres comportant 2 empiles de 2 mètres également, et mais avec accroche à pas permettant de lancer à plus longue distance que sur des montages hélicoptères classiques. Réduite la caractéristique donc pour empêcher l'emmêlement, c'est d'essayer de faire en sorte que les empiles ne se déclenchent pas pendant le lancer, et pour cela on va utiliser un élément rigide, ici de la tresse, ça pourrait être du cap d'acier également. Ici un autre exemple avec un accroche à pas IMP que tout le monde connaît, j'imagine. Ici de même une gaine. Ici par contre j'ai mis une petite gaine de protection sur l'émerion, bien qu'il soit étroit aussi. Et un autre type de montage, toujours avec tresse, et une petite astuce, soit dit en passant, qui est cet ustensile-ci, qui permet
d'avoir une empile basse très longue et une empile haute un peu plus courte, même si ici, effectivement, on est plutôt dans des longueurs de type 1,50 m et 1,70 m pour... Donc les règles, comme vous voyez les deux émérillons, qui permettent une grande liberté à l'émérillon du haut.